Salut à tous. Alors, vous aimez les kilts et les chaudrons? Pas de problème. Aujourd'hui on regarde Shoten Toten 2. Shoten Toten 2, c'est assez rare dans le monde du jeu, c'est la suite de Shoten Toten 1, mais les deux jeux peuvent se jouer de manière tout à fait indépendante, même si évidemment il y a une très forte ressemblance entre Shoten Toten 2 et Shoten Toten le premier du nom. Alors si vous connaissez le premier du nom, vous n'allez pas être très dépaysé, en gros ça introduit une certaine asymétrie entre les joueurs, puisqu'il y a un défenseur et un attaquant qui n'ont pas tout à fait les mêmes actions et quelques petites spécificités durant la partie. Si vous ne connaissez pas Shoten Toten, il n'y a pas de problème, je vais revenir sur les différentes règles pour jouer à ce jeu. Shoten Toten, c'est un jeu d'affrontement dans lequel les joueurs vont se placer de part et d'autre de ces tuiles murailles qui sont ici. Alors il y en a 7 qui sortent un petit peu du champ de la caméra. Là je les ai placées sur leur face normale, mais une fois que l'attaquant aura commencé à attaquer ces murailles, il se peut très bien que certaines d'entre elles se retournent sur leur face endommagée, où là ça se passe beaucoup moins bien pour le défenseur. Ensuite, chacun des joueurs va choisir s'il est défenseur, c'est le jeton ici avec le poulet, ou bien s'il est attaquant, c'est ce gros jeton qui est ici. Alors chacun prend son jeton pour se rappeler de son rôle. Le défenseur prend également les 3 jetons en bois ici, qui sont des jetons chaudrons, des chaudrons d'huile bouillante qu'on va pouvoir balancer sur les attaquants. Et enfin, on va mélanger les cartes qui sont ici, et qui représentent l'essentiel du matériel du jeu. Donc on a 5 couleurs de cartes, à chaque fois numérotées de 0 à 11. Donc on va bien mélanger toutes ces cartes-là, on en distribue 6 à chaque joueur, et on est prêt à commencer la partie. L'idée générale du jeu, c'est qu'à chaque tour, les joueurs vont choisir une carte de leur main et la placer devant une borne. Donc vous avez toutes les bornes possibles, ensuite ils piochent, et puis c'est l'adversaire qui choisit, qui place à un endroit, etc. Et les joueurs, au fur et à mesure de la partie, vont placer leurs cartes devant différentes bornes, et votre objectif, ça va être de réaliser ici des combinaisons qui vont être plus puissantes que les combinaisons qui sont réalisées par l'adversaire en face de vous. Donc l'assaillant va essayer de réaliser des combinaisons plus complexes pour venir casser les murailles et les retourner sur leur côté endommagé, et le défenseur, lui, va essayer de résister pour empêcher l'attaquant de venir casser ces murailles, tout simplement. Alors attention, quand vous placez des cartes en face des bornes, vous remarquez ici, contrairement à Shoten Toten 1, que ce n'est pas 3 cartes de chaque côté de la borne, mais que vous avez des nombres différents. Ici, vous pouvez par exemple placer 2 cartes de chaque côté. Ici, vous avez un maximum de 3 cartes, et ici, par exemple, ça peut être 4 cartes. Donc, le nombre de cartes que vous allez jouer en face de chaque borne et les formations que vous allez essayer de réaliser vont être un petit peu différentes. Alors, pour vous aider, vous avez également une aide de jeu sur laquelle est récapitulée toutes les possibilités que vous avez pour faire des formations. Alors ça ressemble un petit peu à tous les jeux de cartes qu'on connaît. La formation la plus basse, par exemple, c'est la somme, c'est-à-dire que vous n'avez aucune combinaison de cartes particulière. Ensuite, vous pouvez avoir une suite, tout simplement des cartes qui se suivent, pas forcément de la même couleur. Ensuite, une couleur, c'est-à-dire des cartes qui sont toutes de la même couleur. Une même valeur, ce sont des cartes qui sont toutes de la même valeur, et donc de couleurs différentes, évidemment. Et ensuite, une suite couleur, qui est une suite dans laquelle toutes les cartes ont la même couleur, tout simplement. Donc si jamais c'est une borne qui demande uniquement 2 cartes, et bien une suite couleur, ça peut être 10, 11 bleu, c'est une suite couleur. Alors que si vous avez une borne qui demande 4 cartes, et bien une suite couleur, ce serait 3, 4, 5, 6 bleu. Par exemple, ça peut former ici une suite couleur. Alors commençons tout de suite par quelques tours de jeu, donc c'est toujours l'assaillant qui va commencer. Donc à votre tour, vous allez tout simplement choisir une carte de votre main, la poser et en piocher une autre pour la remplacer. Donc là on voit ici déjà dans notre main d'assaillant qu'on a un 9 et un 10 bleu, donc c'est déjà une belle combinaison de 2 cartes qui irait tout à fait bien ici puisque ça demande une combinaison de 2 cartes. Donc je vais peut-être tenter de faire ça. Je vais prendre mon 9 et je le place ici. Alors quand vous essayez de faire une suite ou des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de placer les cartes dans l'ordre, d'accord? Ici pour faire une suite à 3, 4, 5, 6, 7, je pourrais d'abord placer le 7, puis le 6, puis le 4, puis le 5. Je ne suis pas du tout obligé de le faire dans l'ordre, sinon ce serait totalement impossible. Donc, ici, j'ai placé mon 9, mon tour est terminé, je pioche une carte pour remplacer. Du coup, j'ai pioché un autre 9, c'est pas mal, ça pourrait me faire 2 cartes de même valeur aussi, mais c'est une formation qui est un petit peu moins forte qu'une suite de même couleur, qui est la formation la plus forte. Le tour ici de l'assaillant est terminé, c'est au défenseur de jouer, le défenseur va faire la même chose. Alors le défenseur n'est pas obligé de jouer en face de l'endroit où l'attaquant a placé sa carte, il peut jouer où il veut. Alors, il va d'ailleurs jouer où il veut, parce que pour l'instant, il se dit qu'un 9 bleu, c'est peut-être un peu trop puissant pour lui, il n'a pas des cartes terribles en main. Alors, il va peut-être partir, tiens, il a 3 4, ça fait 3 cartes de la même valeur, c'est pas mal les cartes de la même valeur, hein. C'est la deuxième formation la plus puissante après les suites de la même couleur. Donc il se dit, tiens, je vais peut-être essayer de faire 3 4, et je vais les mettre ici. Hop, donc il commence, il en met un, et il pioche pour remplacer. On revient
à l'attaquant, et l'attaquant va pas encore mettre son 10 ici, parce que pour l'instant, son adversaire ne sait pas qu'il a une suite couleur qu'il veut placer ici, donc il va pas, pour l'instant, il va pas trop s'embêter à aller là, il va le surprendre plus tard. Il va peut-être se dire, bah tiens, je vais venir ici, j'ai plusieurs jaunes, je vais peut-être essayer de faire une couleur jaune à cet endroit-là, ça pourrait être pas mal. Donc il pioche une carte, hop, et voilà, et etc., etc. Le tour de jeu, c'est très très rapide, donc le joueur défenseur, lui, va peut-être venir placer un deuxième 4 ici, pour commencer à constituer sa... Tiens, mais il a encore repioché un 4, bah, du coup, c'est pas mal. On revient à l'attaquant, qui va peut-être, lui, plutôt aller placer... va se dire, bah tiens, j'ai 2 6, du coup, je vais peut-être faire des 6 en face des 4, comme ça, ma formation sera plus forte, puisque quand vous avez une formation de même valeur, eh bien, ce sont les cartes de plus forte valeur qui remportent. Si vous avez 3-4 en face de 3-6, ce sont les 3-6 qui gagnent. Donc, bah, tiens, il va faire ça, il va placer un 6 ici, et il va piocher une carte, etc., etc. Boum. Et imaginons qu'on a avancé un tout petit peu dans la partie, on se retrouve dans cette situation, et c'est au défenseur de jouer. Et le défenseur va décider de placer son œuf et de le mettre ici. Alors, ce faisant, il vient d'atteindre le nombre maximum de cartes qu'il peut jouer sur cette tuile, puisque la tuile accepte uniquement 2 cartes ici de chaque côté. Premier élément auquel il faut faire attention, c'est pas parce que vous avez placé 2 cartes et que la tuile demandait 2 cartes que vous allez tout à coup comparer les formations. Il faut attendre que chacun des adversaires ait joué le même nombre de cartes. On n'est pas dans une course ici. C'est pas parce que vous jouez 3 cartes d'un côté et que l'adversaire n'en a joué aucune que vous allez gagner la borne. Ça n'a aucun rapport. Il faut attendre qu'on puisse comparer ce qui est comparable, tout simplement. C'est pas tout à fait vrai, mais on va voir après les subtilités. Mais en tout cas, c'est la règle générale. Donc, le défenseur décide de jouer son œuf ici. Pour une autre raison, c'est parce qu'il voit bien qu'en face, l'assaillant a un œuf. Et si jamais l'assaillant vient jouer un œuf ici, on aura 2 formations qui seront exactement de même valeur. Et quand 2 formations sont exactement de même valeur, c'est celle qui a été terminée en premier qui remporte la tuile. Donc ici, le défenseur ne veut pas que l'assaillant remporte cette tuile en plaçant un œuf avant que lui ait eu l'occasion de placer son œuf. Donc il va décider plutôt de placer son œuf, mais il n'est pas au courant que l'assaillant a un 10 dans son jeu. Et là, vous voyez un petit peu la réflexion qu'il faut avoir quand vous jouez à Shoten Toten. Donc, le défenseur a placé sa carte, on pioche une nouvelle, et maintenant c'est à l'assaillant de jouer, et l'assaillant va enfin pouvoir sortir son 10 qu'il gardait depuis tout à l'heure en secret, et va pouvoir le jouer. À ce moment-là, l'assaillant a une nouvelle possibilité durant son tour, maintenant que le nombre de cartes de chaque côté est bon et qu'on peut comparer les formations. Et ça, c'est très différent de Shoten Toten 1, puisque dans Shoten Toten 1, on attend juste que de chaque côté, on ait 3 cartes et ensuite on compare les formations, quoi qu'il arrive. Ici, c'est pas automatique. Ici, c'est l'assaillant qui doit revendiquer sa supériorité, et le défenseur, lui, ne va jamais revendiquer une supériorité sur une borne. C'est-à-dire que la situation peut rester comme ça, même si l'assaillant a une formation qui est plus forte que celle du défenseur. Si l'assaillant ne revendique pas sa supériorité sur une borne, il ne va rien se passer. Et le défenseur, lui, ne pourra pas revendiquer non plus sa supériorité ou son infériorité, ou ni rien du tout. Donc on se retrouve dans cette situation ici. L'assaillant a une formation qui est une suite couleur, qui est supérieure à la formation de même valeur qu'il a en face de lui, et donc il va pouvoir, durant son tour de jeu, et c'est une action gratuite, il peut quand même poser une carte, et ensuite il va piocher une carte, mais en plus de cette action de poser une carte, piocher une carte, il peut revendiquer sa supériorité sur une ou plusieurs bornes. Donc là, il revendique sa supériorité, comme on a des formations complètes de chaque côté, on compare tout simplement quelle est la formation, on regarde quelle est la formation la plus forte, et bien évidemment c'est la formation de l'assaillant, donc la tuile ici est retournée côté endommagé, et on peut défausser les cartes qui sont ici, et on les place sur le côté, puisqu'on va en avoir besoin un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la première manière pour un assaillant de revendiquer sa supériorité, c'est une fois que de chaque côté on a le bon nombre de cartes, on compare qui est le plus fort, et si l'assaillant est le plus fort, on vire les cartes et on retourne la tuile du côté endommagé. Si jamais c'est le défenseur qui est le plus fort, l'assaillant ne peut pas revendiquer sa supériorité, et il va rien se passer du tout. C'est-à-dire que si la situation avait été inversée, si on avait été comme ça, hop, l'assaillant avait 2 9 et le défenseur place un 9 et un 10, le défenseur a une formation qui est plus forte que celle de l'assaillant, dans ce cas-là, il ne se passe absolument rien. L'assaillant reste là, le défenseur reste là. Il va se passer, il y a une petite subtilité, mais je vous le dirai après. Deuxième manière pour l'assaillant de revendiquer sa supériorité, au-delà d'avoir une formation plus puissante une fois que les formations sont complètes, ça va être de pouvoir démontrer que sa formation sera toujours plus puissante que celle de son adversaire, quoi que son adversaire puisse faire. Par exemple, ici, si au tour suivant, l'assaillant place un 3e 6 à cet endroit-là, il a donc une formation
de 3-6, c'est une formation de même valeur. Et les formations de même valeur, elles peuvent être battues uniquement par des formations de même valeur ou par des suites couleurs. Le problème, c'est qu'en face, notre ami l'assaillant a seulement deux cartes, et qui sont 2-4 de deux couleurs différentes. Donc avec ça, la seule chose qu'il puisse faire, c'est une formation qui serait uniquement des 4, et donc qui serait toujours inférieure au 6, ou c'est tout, ou une somme, ou autre chose, mais en tout cas, il ne pourra pas faire de suite couleur, ou de nombre de cartes de même valeur qui pourraient battre cette formation-là. Et dans ce cas-là, si l'assaillant est ici, l'assaillant peut dire, bah là, même si tu n'as pas 3 cartes, on peut quand même comparer, puisque de toute façon, tu n'auras jamais une formation qui sera plus puissante que la mienne. Et ça peut être vrai également si, en face de lui, le défenseur a... Hop, tchouk 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 tchouk. Forcément, la carte, je la trouve pas. Si le défenseur a 2-10, comme ça, donc on pourrait croire qu'effectivement, les 2-10 ont une chance de battre les 3-6, mais si jamais tous les autres 10 du jeu ont déjà été défaussés, ou alors sont placés dans d'autres bornes, l'attaquant peut dire, bah là, tu n'auras jamais un troisième 10, donc tu n'auras jamais une formation aussi puissante que la mienne, donc du coup, je peux revendiquer cette borne, et je peux la gagner. Donc ça, c'est les deux manières dont l'assaillant peut gagner une borne, c'est soit quand on compare les deux formations complètes, voir que sa formation est plus forte, soit, même si une des deux formations est incomplète, montrer par la logique, par les cartes qui sont visibles, que de toute façon, le défenseur ne pourra jamais avoir une formation plus forte que la sienne. Et dans ce cas-là, c'est la même chose, les cartes, hop, une fois que la tuile a été revendiquée, les cartes qui constituaient les deux formations sont défaussées, face visible, sur le bord du jeu. On vient donc de voir la première grosse différence entre assaillant et défenseur, c'est que le défenseur ne revendique jamais sa supériorité, alors que l'assaillant, lui, peut revendiquer la supériorité sur une tuile. Et puis ensuite, chacun des deux, l'assaillant et le défenseur, ont une petite spécificité durant la partie qui va rendre la partie encore davantage asymétrique qu'elle ne l'est. La première particularité concerne l'assaillant. Alors regardons la situation dans laquelle on était tout à l'heure. Ici on a l'assaillant, ici on a le défenseur. Le défenseur a une suite couleur avec 9 et 10 bleus, et l'assaillant, lui, a juste une formation de même valeur avec 2 9. Si on se retrouve dans cette situation, l'assaillant ne pourra jamais battre cette formation. Et comme il n'y a que l'assaillant qui peut revendiquer sa supériorité, les cartes vont rester là jusqu'à ce que l'assaillant revendique sa supériorité, ce qui n'est pas possible parce que sa formation n'est pas supérieure. Et dans ce cas-là, eh bien, pas de problème, au début de son tour de jeu, l'assaillant a la possibilité de dire, bah écoute, là je sais que je ne vais pas gagner, et donc il peut prendre toutes les cartes qui sont de son côté d'une des tuiles et les défausser. Tout simplement pour pouvoir ensuite revenir avec d'autres cartes qui seront plus puissantes. Donc l'assaillant n'est pas bloqué, si jamais sa formation est plus faible que celui de l'adversaire, mais au début de son tour de jeu, avant de jouer une carte, il devra dire, bon bah ok, là je m'en vais, je défausse les cartes qui sont ici, et je vais essayer de revenir avec des cartes un petit peu plus fortes, avec une formation un petit peu mieux constituée. Donc ça c'est le premier élément de l'assaillant, au début de son tour de jeu, il peut retirer les cartes qui sont en face d'une des tuiles, pour les mettre dans la défausse. Mais le défenseur, lui, n'est pas en reste, puisqu'il dispose également de ses jetons d'huile bouillante. Alors au début de son tour de jeu, le défenseur va pouvoir, une seule fois par tour de jeu, défausser un de ses jetons d'huile bouillante pour aller ébouillanter un adversaire en face des murailles. Alors comment ça se passe? Imaginons qu'on soit dans cette situation. L'assaillant est ici, le défenseur est ici comme toujours. Le défenseur a ses 3-9, il a une formation assez puissante, de même valeur. Et en face de lui, l'assaillant est en train de constituer une suite couleur pour le battre. Alors il y a un 4 et un 5 gris. Et si jamais l'assaillant rajoute un 3 ou un 6, il aura une formation qui sera plus puissante que celle du défenseur. Donc le défenseur est très embêté, et il va décider de défausser donc un jeton d'huile bouillante pour venir détruire la première carte qui se trouve juste en face des murailles sur n'importe laquelle des tuiles du côté de l'assaillant. Donc il pourrait venir détruire le 6 qui est ici, mais bon, ça n'a aucun intérêt. Il va plutôt venir décider détruire le 4 qui est à cet endroit. Donc la carte est défaussée. Hop, et comme ça, il espère avoir ruiné les plans de l'adversaire. Alors peut-être que l'adversaire a aussi le 6 et le 7, et donc ça l'embête pas, il va quand même pouvoir faire sa suite. Mais ça peut être assez violent d'utiliser ces chaudrons pour venir détruire des cartes de l'assaillant si jamais vous voyez qu'une combinaison un petit peu trop puissante est en train de se constituer de l'autre côté des murailles. Mais ça, évidemment, c'est le privilège du défenseur.
Et puis nous avons une petite règle supplémentaire à voir qui est celle du 0 et de 11. Le 0 c'est le poulet et le 11 c'est le cuisinier. Et si jamais un poulet et un cuisinier de la même couleur se retrouvent face à face sur une tuile, eh bien les deux sont défaussés. Peu importe que le cuisinier ait été là avant le poulet ou que le poulet ait été là avant le cuisinier, si l'un sont en face de l'autre, eh bien ils sont tous les deux mis dans la défausse. La partie va se terminer de plusieurs manières différentes. L'assaillant va gagner si jamais il arrive à endommager 4 murailles, donc si on se retrouve avec 4 tuiles murailles, qu'elles soient côte à côte ou non, peu importe, qui sont du côté endommagé, ou bien si l'assaillant arrive à endommager une tuile qui est déjà endommagée. Donc par exemple, s'il gagne une deuxième fois à cet endroit-là, ça veut dire que la muraille est totalement détruite et les assaillants peuvent rentrer dans le château, et dans ce cas-là, le défenseur a perdu. Le défenseur, lui, il a gagné de deux manières, soit parce qu'on pioche la dernière carte de la pile, et dans ce cas-là, il a gagné, il a juste à tenir toute la pile, c'est d'ailleurs la manière principale qui va lui permettre de gagner. Soit il y a une deuxième manière pour le défenseur de gagner, c'est que si à un moment il doit jouer une carte, et qu'il n'a plus aucun emplacement valide, puisque toutes ses formations sont complètes devant lui. Dans ce cas-là, le défenseur a également gagné, parce que ça veut dire que l'assaillant n'a pas réussi à gagner suffisamment de tuiles murailles avant que le défenseur se renforce. Boum! Et voilà, c'est tout pour Shoten Toten 2. Alors, je ne résiste pas, je commence tout de suite par cette règle catastrophique. Alors, catastrophique, pas tout à fait. Mais bon, franchement, Yellow, ça fait vraiment plusieurs jeux d'affilée que la règle est vraiment mal faite. Et je commence sérieusement à m'inquiéter pour cette maison d'édition. Le problème, c'est que déjà... Alors ça, c'est la première version de la règle. Il y a une deuxième version qui est sortie, donc n'hésitez pas, si jamais... allez vérifier sur internet, sur le site de Yellow, si vous avez la bonne version ou non de la règle, parce qu'il y a une deuxième version qui est sortie, qui est beaucoup plus claire, qui est plus claire que la première sur certains points de règle, notamment par exemple sur la fin de partie, qui était sans queue ni tête dans la version d'origine, et il y avait aussi certains problèmes, par exemple, pour savoir, quand il disait est-ce que les formations, voilà, sur ce type de borne par exemple, ça c'est un problème assez pénible, ils nous disent que seules les formations de type somme et de type couleur sont acceptées. Et pareil, là, c'était seules les formations de type somme et de type suite sont acceptées. Mais rien n'est dit concernant les formations de type suite couleur. Est-ce que les suites couleurs sont acceptées ici ou est-ce qu'elles sont acceptées ici? Eh bien, a priori, d'après les réponses que j'ai réussi à glaner à droite à gauche sur Internet, et je ne suis pas tout à fait certain de ma réponse, mais je crois que c'est ça, les suites couleurs ne sont pas considérées comme des formations recevables ici. C'est-à-dire que les suites couleurs comptent uniquement pour des suites et les suites couleurs comptent uniquement pour des couleurs ici, mais ce ne sont pas des formations considérées comme étant plus puissantes. Bref, ça reste un point qui n'est pas si grave, vous pouvez jouer sans ça, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que ce sont des questions qui se posent au bout, même à la lecture de la règle, en fait, je me suis posé la question, et au bout de 2-3 parties, ça se repose aussi très concrètement dans le jeu. C'est la même chose pour le fait que le défenseur se retrouve à court de cartes, se retrouve à court d'emplacement disponible si l'assaillant a très mal joué, et qu'il ne puisse plus jouer. Du coup, c'est devenu une condition de victoire pour le défenseur, mais ça, c'est pas du tout indiqué dans cette règle, alors que c'est une situation qui s'est présentée assez rapidement dans les parties. Même chose au fait, quand vous revendiquez, il y a aussi une petite précision de règle, si jamais vous vouliez la chercher, je vous la donne. Lorsque vous voulez revendiquer votre supériorité, que vous êtes l'assaillant, vous revendiquez votre supériorité sur une tuile, les jetons chaudrons ne sont pas pris en compte, c'est-à-dire que vous ne devez pas prendre en compte le fait que votre adversaire pourrait détruire une de vos cartes pour ce qui ferait que votre formation ne serait plus puissante que celle qui est en face, donc les chaudrons ne sont pas pris en compte, et même chose, le fait que les 0 et les 11 s'annulent n'est pas pris en compte quand vous devez déterminer si vous pouvez revendiquer votre supériorité tout en n'ayant pas complété les formations des deux côtés de la tuile. Voilà, c'est les règles que j'ai pu glaner. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir les règles parfaitement claires ici, mais je crois que j'ai réussi à peu près à déterminer ce qu'on devait faire. Voilà, donc ça c'est la première chose pour la règle qui m'a déjà un petit peu énervé quand j'ai commencé à jouer à Shoten Toten 2. Et puis en regardant aussi d'autres vidéos sur internet, on se rend compte que les gens finalement, et c'est pour ça que j'ai attiré l'attention là-dessus un peu dans la vidéo, que les gens ont tendance à jouer à ce jeu comme à Shoten Toten 1. Ce qui fait que souvent dans les vidéos que j'ai pu voir, les gens, une fois qu'on est arrivé à 3 et 3 de chaque côté, on n'attend pas que l'assaillant revendique sa supériorité. Dans les vidéos que j'ai pu voir, les gens vont tout simplement se dire bah ok, on compare tout de suite et ensuite on vire les cartes. Sauf que la spécificité vraiment très très forte de Shoten Toten 2, c'est que ça ne se passe pas comme ça. On ne vire pas les cartes une fois qu'on a atteint le quota de cartes et il faut vraiment que ce soit l'assaillant qui ait
la supériorité pour remporter la tuile. Et ça, c'est une grosse spécificité qui est assez sympa, en fait. Parce que globalement, maintenant que j'ai râlé sur la raid, je vais quand même dire ce que je pense des mécaniques de jeu, et de cette adaptation, et par rapport aussi à Shoten Toten 1, parce que je peux pas éviter la comparaison. Mais ça fonctionne vraiment bien. J'étais un peu sceptique au départ, mais c'est assez intéressant comme dynamique. Vous ne jouez pas de la même manière quand vous êtes défenseur et quand vous êtes assaillant. Alors globalement, ça reste quand même du Shoten Toten, hein, mais vous n'avez pas tout à fait les mêmes préoccupations, ni les mêmes enjeux, et ni les mêmes petits pouvoirs amusants. Hein. Typiquement, le chaudron, c'est assez énervant quand vous êtes assaillant et que vous préparez un bon coup. Et ce qui renforce aussi un petit peu cet aspect bluff, c'est-à-dire vous êtes assaillant, vous allez chercher à faire dépenser ces chaudrons à votre adversaire, alors qu'en fait vous n'avez pas les formations qu'il pense que vous avez, etc. Mais bon, ça c'est du Shoten Toten classique avec du double bluff, du double guessing, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien, et malgré la règle, c'est un jeu qui est tout à fait sympa à 2 joueurs, et qui renouvelle l'expérience de Shoten Toten, qui la transforme un petit peu, mais on garde quand même, malgré tout, l'esprit du jeu d'origine. Donc c'est ça qui est assez sympa dans ce jeu-là. Ça reste un jeu très rapide, très fluide, assez simple au bout d'un moment, avec de la prise de risque, de l'opportunisme, voilà, tout des éléments que moi j'aime bien dans les jeux. Après, est-ce que je le recommande plus que Shoten Toten de base ? Je suis pas sûr. Le Shoten Toten de base fonctionne déjà très bien. Il est plus simple à expliquer parce que vraiment là il y a plein de petits éléments. En fait, Shoten Toten c'est beaucoup plus rapide à expliquer. Ici il faut expliquer les chaudrons, et puis l'assaillant il a le droit de retirer ses troupes, et puis là il y a les éléments sur les tuiles. Donc ça peut être intéressant, mais pour quelqu'un qui a déjà joué à Shoten Toten et qui s'est un peu lassé du jeu de base et qui a envie vraiment d'avoir une expérience un peu différente, mais pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Shoten Toten 1, bon, je suis pas certain que ce soit tout de suite la version vers laquelle il faille se diriger. Puis si vous n'aimez pas Shoten Toten 1, il y a peu de chances que vous aimiez celui-là, mais si vous aimez Shoten Toten 1, bah globalement ça peut quand même vous intéresser. Je suis pas certain qu'il faille avoir les deux non plus dans sa collection. Pour l'instant, je garde les deux. Et bon voilà, je vais refaire encore quelques parties. Je mettrai les jeux à peu près au même niveau, voilà. Si vous êtes un joueur un petit peu plus... vous voulez moins vous prendre la tête, vous jouez avec le premier. Et si vous voulez réfléchir un petit peu plus, avoir davantage de règles, avoir l'impression qu'il y a un chouïa plus d'éléments à gérer, peut-être que celui-là est davantage fait pour vous, mais globalement ça reste des jeux qui sont assez similaires sur le fond. Voilà, donc c'est tout pour Shoten Toten 2. Faut faire un effort Yellow sur les règles. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Salut!